Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Bienvenue aujourd'hui dans la communauté de l'oracle où nous allons vous parler de notre relation. Je suis Caroline. Et je suis Elora. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passé de couple blessé à couple sacré. Et c'est de cette histoire qu'on va vous parler aujourd'hui. Vous pouvez prendre un café, ça peut durer un peu plus longtemps que d'habitude. Pour vous raconter notre histoire, on va la dérouler un petit peu selon les étapes communément admises de parcours de flammes jumelles, où on est en règle générale d'accord, mais pas tout à fait. Première étape, la rencontre. Donc nous, on s'est rencontrés en 2010 en entreprise, on travaillait dans le même service. À ce moment-là, moi j'étais mariée, j'avais déjà un enfant et en prévision de faire le deuxième. Oui, il est déjà prévu. Je commençais à y penser, je crois. Elle est née en 2011, hein, donc oui, c'est vrai. Donc toi, tu étais déjà dans l'entreprise quand moi je suis arrivée, et puis très rapidement, on s'est bien entendu. Même toi, tu peux le dire avec tes mots à toi de... Alors moi, je suis déjà dans l'entreprise, j'ai déjà mes marques dans l'entreprise, ça fait déjà plus de 2 ans que je suis là. À cette époque-là, on dit que je fais partie des meubles. Et Caro arrive pour créer une nouvelle équipe. Et étonnamment, normalement, j'aime pas les nouveaux. Donc, en tout cas, à cette époque-là, j'étais quelqu'un d'assez associable et j'aimais franchement pas les nouveaux. Et en règle générale, je leur faisais tous passer un petit bisutage de ma confection à moi. Et Caro, non. Avec Caroline, c'était un... en fait, quand on s'est rencontrés, c'était assez fluide tout de suite. Il n'y a pas eu d'animosité, il n'y a pas eu de bisutage, c'était simple. Et elle a tout de suite été intégrée dans mon univers, donc c'était une amitié assez spontanée. Ouais. Et ça a duré pendant plusieurs années, jusqu'à la deuxième étape qu'on va appeler la reconnexion, qui s'est passée en 2012. Donc en 2012, ma deuxième fille est née, donc elle a déjà quasiment 1 an. Elle a un an. Ça dépend quand est-ce que... Voilà. Okay, moi, dans mon parcours, je fais une grosse prise de conscience à un moment donné par rapport en fait à des problèmes que j'ai au niveau de mon corps. J'ai mal au ventre, ça fait presque une dizaine d'années que j'ai mal au ventre et j'ai vraiment eu envie de changer ça. Des douleurs qui sont parfois même handicapantes au point de ne pas pouvoir conduire, mais qui n'ont pas de vraie raison médicale derrière. Donc mon parcours à moi à ce moment-là, j'ai vraiment aucun parcours à ce moment-là au niveau dev perso, même spiritualité, ou alors je l'avais, mais je l'avais vraiment mis de côté et oublié. Donc je m'intéresse plus à la santé, au corps, et à savoir comment je peux améliorer ça. Et en début d'année, je fais un jeûne d'1 semaine. Je continue à venir travailler pendant ce jeûne, mais il y a vraiment un avant-après, parce que je vois des résultats qui sont énormes en fait, sur mon corps, sur mes douleurs en fait qui partent, plus d'autres choses. Et donc là, je rentre un petit peu dans une démarche de développement personnel et aussi dans une démarche de me poser des questions de quoi j'ai envie pour ma vie. Et il y a une espèce de grosse remise en question qui arrive. J'ai 30 ans à peu près, en 2012, 31 ans. Mais c'est vraiment une grande démarche de remise en question à ce moment-là. Pour moi, 2012, c'est une année bascule, c'est vraiment l'année où je commence à vivre réellement, à être en vie, parce que en fait, dans mon adolescence, j'étais plutôt d'une nature déprimée, mélancolique, suicidaire. Autant mélancolique, c'est gentil. Non, posons les mots, suicidaire. Et en 2008, j'ai une énorme prise de conscience où je me rends compte qu'en fait, c'est soit je me suicide, soit je fais quelque chose. Et donc, j'ai décidé de faire quelque chose, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et à cette époque-là, en fait, ma vie est en jeu. C'est en 2008, je passe un test VIH et mon test VIH revient d'abord positif et ensuite il est parti en contre-analyse. Après 1 semaine, il revient pour finir négatif. Mais ça m'a laissé une petite semaine à faire le bilan de ma vie en 2008 et à me dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie. Donc de 2008 à 2012, en fait, j'entame tout un parcours de cheminement personnel, de développement personnel où je me reprends en main aussi bien d'un point de vue santé, nutrition, je refais du sport, je m'intéresse au développement personnel, je rentre réellement dans une démarche spirituelle et je m'intéresse à tout ça, à la loi de l'attraction. Et après ces 4 ans de célibat, où je fais un célibat choisi justement pour pouvoir me retrouver et être moi, en 2012, je me sens enfin bien dans ma peau, bien dans ma vie, bien dans ma tête. Et là, je décide de me réouvrir à la relation. Ouais.
À ce moment, donc là, on est à peu près moitié de l'année 2012, en gros, pour nous deux. Et moi, plus je me pose des questions sur de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, il y a toutes ces questions de sens en fait qui arrivent dans ma vie que j'avais vraiment repoussées et que j'avais pas voulu vraiment voir, de peur de voir que je n'étais pas là où j'aurais voulu être, ce qui était le cas. Plus j'avance sur ces questionnements et plus je me rends compte que la vie que je me suis construite à ce moment-là, qui est totalement agréable, je veux dire, j'ai un bon boulot, j'ai des collègues que j'adore, je suis mariée, ça se passe très bien, j'ai 2 enfants, on a acheté un appartement, enfin, on voyage, mais en fin de compte, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de mais je veux pas, j'ai que 30 ans et j'ai l'impression que si je continue cette vie-là, je vis un peu comme dans le film, vous savez le film où le gars se relève tous les matins et il revit la même journée. Et en fait, j'avais l'impression d'entamer une vie comme ça et que j'étais pas du tout au bon endroit. Donc, vers le milieu de l'année, je commence à me dire que c'est pas du tout ce que j'ai envie pour moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie pour mon futur. Et je remets en question tout, dont ma relation, et je me rends compte en fait que j'ai envie d'une séparation avec mon ex-mari et que j'ai besoin de faire voler tout ça en éclats pour vraiment me retrouver moi. Quand est-ce que tu découvres que tu es trop amoureuse de moi? Ouais, c'est une bonne question. Quelque part dans l'été, je me rends compte qu'à force de me poser toutes ces questions, bah, ça ouvre d'autres possibilités. Nous, on est assez proches à ce moment-là. Toi, tu me parles aussi du voyage. Ah, je pense que c'était avec l'histoire du voyage en... Quand je veux partir en... Ouais, donc on est à peu près dans l'été. Et là, je me rends compte que quand tu me dis que tu veux partir en voyage, donc démissionner, tout lâcher, partir... Il y a quelque chose en moi qui fait oups non, t'en vas pas. et donc c'est à partir de ce moment-là que je commence à me dire je m'en étais pas rendu compte, j'avais mis ça sur plus peut-être l'amitié, mais il y a quelque chose de plus. Avec Caroline, en fait, cette amitié, on a vraiment une amitié qui est très fusionnelle, si on peut l'appeler comme ça. Je veux dire, on se voit au travail 5 jours par semaine, on se voit aussi le week-end, on se voit aussi en soirée, enfin on se voit vraiment très régulièrement et on passe vraiment beaucoup de temps ensemble à cette époque-là. Et moi en 2012, Caroline a une petite fille d'1 an, elle est mariée, elle a 2 enfants, enfin c'est quelqu'un qui est complètement hors de ma portée romantique en tout cas. Et moi en 2012, quand je me réouvre à la relation, je m'ouvre à d'autres gens, je vais en date et tout ça, puis là je me dis c'est quoi mon rêve de vie, et c'était de faire un tour du monde. Et là je me dis ok, c'est le moment, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma tête, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai les fonds nécessaires, ok je pars. Et j'annonce ça, et clairement ça a créé un déclic chez tout le monde, parce que je vois Caroline qui change aussi dans son attitude au quotidien, où je la vois plus un peu plus déprimée, un peu plus blessée. Oui, et puis moi, je suis dans tous mes questionnements aussi de séparation, divorce, c'est pas encore fait, donc il y a tout ça qui se joue en même temps. Et ça crée aussi, du coup, en résonance chez moi, un questionnement où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis en train de perdre mon ami, tu vois? Et parce que faut voir que j'ai beaucoup déménagé, et retrouver une amitié, c'était quelque chose qui n'avait pas été facile, en fait, quand j'étais arrivée dans la région. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et on commence à en discuter, et on a la chance, en fait, à cette époque-là, d'avoir une amie qui fait l'intermédiaire, et qui nous aide à faire la médiation entre moi, mes questionnements, mes envies de tout envoyer valser, Caroline, ses questionnements, ses envies de tout envoyer valser aussi. Et en même temps, ce qu'on vit à ce moment-là, c'est presque quelque chose, c'est de l'ordre de on n'a pas trop le choix. C'est pas on n'a pas le choix, parce que bien sûr, on a le choix forcément de suivre ou pas cet élan. Mais il y a vraiment quelque chose de magnétique qui se met en marche. C'est pour ça qu'on parle au départ, qu'on a dit qu'on faisait le lien avec le parcours Flamme Jumelle, où il y a vraiment quelque chose de magnétique entre nous, et qui est presque difficile à refuser. On ne peut pas faire comme si on ne le voyait pas ou comme si on ne le ressentait pas. Oui, c'est quelque chose de ça. Et puis tout se passe très vite. Je crois que c'est durant l'été. Tout s'est passé pendant l'été. On ouvre cette discussion-là. Donc... Et puis, on se rend compte, en fait, que non, en fait, les sentiments sont plus profonds. On rigole toujours parce qu'on dit toujours qu'avec Caroline, on s'est mis ensemble après une réunion. Donc, on s'est posé dans une salle et on a discuté des implications, de qu'est-ce que ça signifiait. Est-ce qu'on pouvait envisager le fait d'être ensemble?
Est-ce que ça nous intéressait réellement? Vraiment, ouais. Ou est-ce que c'était juste pour un coup d'un soir? Discutons hein, ouvertement de est-ce que c'est juste parce que là j'ai envie de niquer ou est-ce que j'ai envie de créer quelque chose avec toi? Donc ok, on se pose là-dessus. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça sous-entend? Moi je lui dis écoute, je sais pas, t'es mariée, t'as 2 enfants. Il y a quand même des trucs Il y a des petites choses à régler d'un point de vue logistique. Et c'est pas... comment est-ce qu'on envisage l'avenir? Est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce qu'on n'habite pas ensemble? Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on n'est pas fidèle? Et en fait, vraiment, on définit ce genre de choses. On discute tout ça, comme dans une réunion, en fait. On dit toujours, c'est le truc le moins romantique du monde, et en même temps, ça l'est peut-être beaucoup. On a déjà des personnes qui nous ont dit, bah si, c'est super romantique, donc je pense que ça dépend de la vue de chacun. Mais en effet, on met tout ça à plat, en fait, avant de décider ce qu'on veut faire. Oui, donc on se met d'accord, sinon on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Et en fin de compte, tout se passe. Moi, je me rappelle la séquence des événements, c'est qu'en l'espace de 3 jours, tout a été acté. C'est-à-dire que le mercredi, on se pose en réunion, on discute de est-ce qu'on est d'accord, on dort dessus. Le jeudi, on se donne la réponse, on dit ok, on y va. Le jeudi soir, Caroline quitte son mari. Le vendredi, on est ensemble. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Ouais. Je crois que ça a été vraiment le rythme. Le samedi, elle a des doutes, elle fait marche arrière. Le dimanche, elle reconfirme son choix. C'est vraiment c'est une grosse décision, ça. En l'espace de 5 jours, tout avait été mis en place. Ouais. Et je crois que après, Après, ça a été... En fait, la suite, ça a été simplement d'acter et de mettre en place tous les... Puisqu'il y avait pas mal de décisions à prendre. Toi, t'as arrêté le fait de partir en tour du monde, donc tu n'as pas démissionné. En tout cas, t'avais ce congé sabbatique à supprimer. Moi, de mon côté, le divorce, trouver un appartement, enfin, le reste, ça a été de la logistique à mettre en place, mais vraiment, la prise de décision a été faite très très rapidement en 2012. Et ensuite, ce qui nous amène à l'étape suivante du parcours Flamme Jumelle, qui est la communion, qui est ce moment, en fait, de début de relation, mais je pense qu'il n'y a pas que les Flammes Jumelles qui vivent ça, c'est le début de relation où... C'est la lune de miel. On est ensemble, et tout va bien, et c'est trop, trop bien, quoi. On passe des journées à faire l'amour. Et... Nous, je pense que là où on le vit le plus, c'est pendant notre tour du monde. En 2014, on part pendant, alors pour moi 5 mois et toi un peu plus. Je suis partie 9 mois, je crois. Ah ouais, autant, ouais, 8 mois. Ah oui, non, j'ai refait un mois avec toi à la fin avec les enfants. Enfin, on a fait un tour du monde et je pense que cette année-là, elle a été quand même très... ce tour du monde a été vraiment le moment marquant de l'étape de la communion. Oui, parce qu'en fait, on dit souvent que si tu veux tester une relation, on part en voyage avec la personne avec qui tu veux tester ta relation. Que ce soit amicale ou amoureuse, ou on va dire amicale et amoureuse parce que c'est là où il y a de l'affect. Et souvent, le voyage, ça exacerbe les conflits latents, les tensions, et vraiment, moi, je l'ai vécu en amitié où j'ai des amis, on est partis en voyage ensemble, une semaine après, on se parlait plus. Nous, on est partis donc plusieurs mois, sac au dos, sans plan, avec plan, une en fait, voilà. tente. Et on avait juste des grandes étapes avec nos billets d'avion de telle date à telle date, on est dans tel pays, de telle date à telle date, on est dans tel pays, et c'était tout. Ouais. Et en fait, ça s'est tellement bien passé, c'était tellement fluide, que c'était assez incroyable. Oui, c'est presque une espèce de parenthèse dans le monde, ou dans la vie, en fait. Parce que c'était synchronicité sur synchronicité. Ça nous avait complètement au domaine spirituel, au chamanisme, à la nature. On était en communion avec la nature, c'était incroyable. Ouais. C'était presque difficile de sortir de là. Et après, il a fallu aussi, on en reparlera peut-être après, c'est peut-être pas la bonne vidéo pour ça, mais il y a une espèce de... Il a fallu sortir du fantasme de recréer ça dans une vie tout le temps, en fait. Ça, c'est après. Mais c'est plus tard. Ça, c'est quand on rentre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant ce voyage-là, on rencontre d'autres couples. Ouais. Et je me rappelle, on recoupe, c'était à Cusco, je crois, ouais. On rencontre un couple de femmes aussi. Et elles nous disent, ça va, vous en sortez, parce que nous, on n'a pas l'habitude d'être 24 heures sur 24, et en fait, on n'arrête pas de s'engueuler. Et puis nous, on se regarde, et puis... C'était pas une question en fait. Malgré toutes les difficultés, parce qu'un tour du monde, c'est ce qu'on dit, hein, sac à dos, il y a des jours. Il y a des jours de stress, on ne savait pas où dormir, il a fallu trouver des endroits où dormir au dernier moment. Il y a eu des jours et des jours de marche sous la pluie, avec pas assez de nourriture. Le pas assez de nourriture quand tu es avec un taureau, sache que c'est très compliqué. Donc il y a eu tout ce stress autour du voyage en fait qui arrive. Hein, à n'importe quelle personne qui voyage, et ça s'est super bien passé. Donc ça, c'est vraiment cette étape
de communion, en gros, entre 2012, entre le début où on s'est mis ensemble, le tour du monde qui s'est fait en 2014, et la suite jusqu'à l'étape suivante qui est la séparation, et là on arrive dans 2016 à peu près. Donc là, après le tour du monde, on revient dans le monde. On revient dans la vie, le quotidien, la routine, emmener les enfants à l'école, réfléchir à comment est-ce qu'on va gagner de l'argent pour payer les factures. Et là, ça nous met justement dans cette position où on doit renoncer à l'idéal qu'on a vécu pendant X mois en tour du monde. Et à ce moment-là, il y a aussi toutes ces questions de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi la suite ? Pour pas se retrouver encore une fois dans moi ce que j'avais vécu, qui était de je crée quelque chose dans lequel je m'enferme. Donc c'est quoi la suite de quoi on a envie ? Donc on se pose toutes ces questions. À la base, on avait prévu d'y répondre pendant le tour du monde et on n'a pas été au bout de la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. On a essayé des choses. Moi, j'ai fait 2 formations. Moi aussi, je suis revenue prendre du yoga. Fait une formation. Oui. Moi, je veux dire, on a tenté des choses. Ça ne s'est pas matérialisé. Et en 2016, toi, tu décides de reprendre une formation longue. Et moi, je décide de retourner travailler. Donc, je reprends un boulot salarié en me disant, voilà, on est un peu arrivé au bout de nos économies. La meilleure chose à faire, c'est de regagner de l'argent pendant que toi, tu fais une formation. Et on commence l'année, en gros, comme ça. Ça n'a pas duré longtemps. Donc, il faut savoir, c'est que Caro, elle bosse sur le canton de Vaud, alors qu'on habite dans le canton de Genève. Donc, t'as 1h30 de route le matin, le temps 1h30 le soir. de poser les enfants à l'école, c'est des grosses journées. Et moi, je passe ma semaine à Lyon, parce que la formation que je fais, mon école, elle est à Lyon. Donc physiquement, il y a déjà une séparation, dans le sens, on n'est pas ensemble pendant la semaine. Mais il y a une séparation énergétique aussi, je crois. Énergétique à ce moment-là, où moi, ça fait remonter toutes les blessures que j'ai pas encore guéries, qui sont la peur de l'abandon. C'est principalement la peur de l'abandon, et en gros, je commence ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme en fin d'année 2016. Et puis alors moi, je suis dans un changement d'environnement complet, c'est-à-dire que je revis toute seule, puisque j'ai un appartement à Lyon pendant la semaine, et je suis avec des étudiants de 18 ans, donc 18-20 ans. Je suis avec des jeunes et je suis dans un univers qui n'est plus du tout en connexion avec celui de Caroline, qui est dans le monde professionnel, des adultes très très sérieux, alors que moi je suis avec des jeunes, on joue à des jeux vidéo, on fume des pètes. On a vraiment, c'est pour ça que je parle de déconnexion aussi énergétique, c'est comme si nos mondes qui étaient très très alignés et très très synchronisés à l'époque, avant, se séparent complètement. Oui, moi je me souviens quand je venais de temps en temps déjeuner avec toi en semaine, quand je pouvais venir à Lyon pour une journée, j'avais un peu l'impression d'être la maman qui arrivait à l'école, quoi. C'était, on faisait des blagues d'enfants. Non, il y avait vraiment une grosse déconnexion à ce moment-là, et donc ça a vraiment été cette étape de séparation. Et donc je disais, moi je rentre dans cette nuit noire de l'âme qui vient vraiment me montrer que j'ai pas fait le boulot de guérir cette blessure d'abandon, que j'ai pas encore fait le boulot non plus de me reconnecter vraiment à ce que j'ai envie, de faire de ma vie. Bon, ça je m'en étais bien rendu compte avant, mais là ça s'exacerbe encore plus. Et au départ, j'ai pas trop envie d'aller visiter tout ça. Du coup, je passe beaucoup de temps au travail, je passe beaucoup de temps avec une amie aussi. T'ouvres un cabinet. J'ouvre un cabinet d'hypnose et je reprends mes études de psychologie à distance, tout en étant toute seule à la maison à gérer 2 enfants et à faire 3 heures de route par jour. Vous savez comment on se met dans l'action ? Tu sais où ça mène. Je vais vous dire très vite où ça a mené. Au burn-out, c'est normal. Même la psy, elle a dit que c'était normal. C'est juste pas possible, tu ne peux pas faire ça. Ça tient pas à long terme, même quand tu as beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Et même à ce moment-là, moi je m'étais dit, mais oui, mais si je fais des choses qui m'intéressent, dans le cabinet d'hypnose, les études de psychologie, si je fais ça, je vais pouvoir oublier que ce boulot me fait terriblement chier, que je suis toute seule et que Eloa, elle est pas là, et je vais gérer. Mais en fait, pas du tout. Donc tu n'oublies pas. Qu'on soit clair, ça ne marche pas. On en connaît plein, des gens qui se mettent dans l'action, on fait tous ça, à essayer de fuir dans l'action, c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. Moi je suis très très bonne dans ce mécanisme-là, et en fait ça ne marche pas. Tu peux le mettre sous le tapis un moment, hein, mais ce qu'on dit toujours, j'avais une collègue qui disait tu peux mettre la merde sous le tapis mais ça continue de puer. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, ce burn-out, moi je l'appelle une remise au point zéro, parce que ce que vraiment j'ai vécu, il faudrait peut-être faire une vidéo à part, mais j'ai vécu une espèce d'immense lumière blanche
par contre, plus rien n'existait. Et par contre, mon corps s'est quand même arrêté, en guillemets, comme un burn-out. Et je suis partie du bureau, j'ai quitté. Je suis jamais retournée travailler d'ailleurs. Donc, et là, j'ai commencé à me. Bon, j'ai pris quelques mois de pause. Mais par rapport à notre relation, déjà un petit peu avant, mais surtout à partir aussi de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à vraiment, moi, aller traverser en fait la blessure d'abandon, traverser les émotions que ça me procurait pour pouvoir vraiment guérir ça. Et concrètement, ça veut dire apprendre à vivre seul, apprendre à être OK d'être seul, apprendre à prendre la responsabilité de son bien-être, de son besoin et tout ça. Moi, à l'époque, j'étais donc à Lyon à mi-temps, voire plus qu'à mi-temps, et franchement, je remercie tous les saints qui avaient été, parce que sinon, je pense qu'à cette époque-là, dans sa nuit noire, Ouais, on ne serait plus ensemble si j'avais été sur place. Je pense que je l'aurais... c'était difficile. Je t'aurais noyé. C'était émotionnellement très difficile, je veux dire, de traverser, c'était très très dur. Et moi, j'étais pas du tout prête à traverser ça avec elle. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'elle avait besoin de le traverser toute seule. Oui, c'était quelque chose que, clairement, vu que je me suis rendu compte, c'était justement ce manque de l'autre que je ne savais pas gérer. Je ne pouvais pas le gérer en allant m'accrocher à l'autre, en fait. Donc ça, c'était forcément à moi de le gérer seul. Ce qui est intéressant pendant cette période de séparation, c'est tous les signes qui nous ont quand même gardés connectés. Oui, alors c'était drôle parce qu'on s'appelait régulièrement quand même dans la semaine. Et de temps en temps, je disais, à midi, je sais plus comment il s'appelle, j'ai Christophe, il m'a dit que je ressemblais à Mulan. Et elle me dit, à midi, c'est le film qu'on a regardé avec les enfants. Bon, on n'a jamais regardé Mulan ensemble, hein, c'est pas un film récurrent. Et tout plein de choses comme ça, on avait les mêmes discussions au même moment. On parlait des mêmes personnes au même moment. Voilà, il y avait énormément de signes en fait qui nous comme gardaient connectés et auxquels on a pu se raccrocher pour dire bah on continue ensemble parce qu'il y a eu vraiment des moments où c'était coton et il y a eu des moments où on a failli se séparer à ce moment-là. Donc ça c'est la période dure de Caro. Moi elle n'était pas du tout dure pour moi, mais la mienne est venue après. Attends. J'en ai une aussi. Donc là on est à la période qui est séparation et initiation en même temps parce que moi je suis déjà dans mon initiation on va dire personnelle à traverser et à guérir cette plus grosse blessure d'abandon. Ce qui nous amène gentiment à 2017. Oui. 2017. C'est quand ta période dure? C'est ici, toi? Moi, c'est 2018. C'est plus tard. 2017, hein, 2017. c'est plus tard. 2017, moi, j'ai repris. Du coup, Caro, elle commence à sortir la tête de l'eau. Ouais. Et moi, je dis, ok, en fait, les études que je suis en train de faire ne m'intéressent pas. Je veux pas m'engager dans cette voie-là. Et je reprends un boulot CDD. Je reprends un boulot salarié, parce qu'il y a un moment donné, Caro ne bosse plus. Il faut qu'il y a un moment donné, quelqu'un doit ramener quand même de quoi payer les factures. Donc je dis, ok, elle s'y est collée l'année dernière, ça l'a menée au burn-out. Cette année, c'est moi qui m'y colle. On va essayer de pas faire un burn-out. J'y suis presque allée, mais je n'y suis pas allée. Et en fait, c'est là où moi j'avais fait un burn-out déjà en 2009, 2010, non 2010 je crois, ouais, t'étais déjà là. Donc c'était en 2010, donc je savais ce que c'était et grâce à tout le développement personnel que j'ai eu fait avant, ce qui fait qu'en 2017, je traverse ma période salariée sans partir au burn-out, même si j'ai une petite période où franchement, je te dis le matin, je me disais peut-être que si j'accélère, je peux rater le virage. Peut-être que si j'accélère, là, je peux prendre un arbre. Donc c'était pas une période très très fun, mais à un moment donné, je me dis Eloa, c'est bon, tu es responsable de ta vie et tout, et je rebascule. Ouais. Et donc c'est bon, j'arrive à rester dans mon boulot salarié et tout. Et Caro, ça lui donne le temps de réémerger tranquillement de sa nuit noire. Et à ce moment-là, je reconnecte en fait je disais juste avant, ce que j'avais vraiment besoin de faire, c'est de reconnecter à ce que j'avais vraiment envie. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle depuis que j'ai 16-18 ans. Et donc en 2017, je me dis, bon ok, là, faut y aller. Là, faut y aller. On peut pas continuer de repousser. Je vais pas repousser ça indéfiniment, je ne sais pas du tout ce que je veux faire, je sais juste que je veux être à mon compte. Donc c'est les prémices en fait de l'entrepreneuriat à ce moment-là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est sur des chemins, on avance ensemble, mais en parallèle. On n'est pas ensemble, en fait. Moi, j'avance de mon côté, donc je ramène de l'argent. Je refais aussi, tu pars en coaching, je me dis, ah tiens, c'est une bonne idée, je vais aussi me faire coacher. Oui, là, on arrive en 2018 déjà, mais oui, c'est début de l'année 2018, en effet.
où vraiment je dis On y va. On y va. Elle se lance vraiment dans l'entrepreneuriat. Moi, mon CDD commence à arriver à terme. Je me dis, être encore employée, non, ça m'amuse pas. Je vais faire comme Caroline. Donc, on se lance quand même ensemble dans cette aventure entrepreneuriale en disant, ok, donnons-nous les moyens de tester ça. Elle y va beaucoup plus à fond que moi. Je note. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que justement, là, c'est tout le parcours qu'on fait d'un point de vue individuel, en fin de compte. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais fait tout mon développement individuel avant notre rencontre, et heureusement, parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Hein. Si j'avais pas pu travailler sur moi avant, ça n'aurait jamais marché, faut qu'on soit clair. Et Caroline a réussi à faire tout ce travail, ce cheminement individuel, justement, pendant sa nuit noire, à travers des trucs durs et tout ça. Donc là, d'un seul coup, on sent assez bien l'une avec soi-même. Oui. Et on n'est pas encore ensemble. Donc dans le parcours de Flamme Jumelle, on va parler ça des retrouvailles, c'est qu'on est chacune individuellement, on va dire autonome, on sait à peu près où on veut aller, et on avance, et on le met ensemble. C'est-à-dire que on sait qu'on veut y aller ensemble. C'est pas encore la réunion complètement, mais on sait qu'on veut le faire ensemble. Voilà, donc là on chemine, mais on essaye encore de... Moi, un peu accrochée à mon indépendance. Illusoire, hein, on est d'accord. Mais je suis encore accrochée à mon indépendance et donc je veux qu'elle fasse de son côté et je veux faire de mon côté et qu'on puisse... Mais ensemble. On est en couple, mais chacune de notre côté, tu vois. Ouais. Et donc c'est vraiment ça 2018 qui joue, je crois. C'est qu'on essaye de trouver notre autonomie en étant ensemble mais chacune de notre côté. Ça marche pas très bien. Parce qu'un couple, tu peux pas être chacun de ton côté. En tout cas, c'est ce qu'on a, nous, découvert dans notre parcours. C'est qu'à un moment donné, il faut faire ça. Et autant Caroline avait déjà fait, elle, dans ton expérience à toi, le cheminement de aller vers l'autre, accepter l'autre, accueillir l'autre, et en fin de compte, renoncer à ton indépendance et ta liberté, c'était quelque chose que tu avais déjà fait, toi, dans ton parcours. Oui, ça, la partie relation à l'autre, ça fait partie de mon apprentissage de vie à moi. Et c'est là où moi, je m'en prends, c'est l'année où j'en prends plein la gueule de moi-même avec moi-même, hein. C'est pas à cause de Caroline, mais où là, je dois faire de nouveau ce travail de cheminement, et là, c'est plus un travail individuel, c'est un travail relationnel. C'est-à-dire que là, je dois rentrer vraiment à me dire, ok Eloa, en fait, si tu veux vraiment cette relation, il y a un moment donné, il faut renoncer à être libre et indépendante. Tu peux pas être libre et indépendante et en disant à l'autre, moi je me casse, t'as qu'à m'attendre. Parce que c'était un peu ça, parce que j'avais un projet de partir en tour du monde de nouveau en bateau, toute seule, avec zéro contact, parce que t'es sur un bateau au milieu de l'océan, donc il n'y a pas internet, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas. Et donc j'avais ce projet-là qui tournait, et il y a un moment donné, ça a été de devoir renoncer à cette liberté-là, à cette part-là de moi, pour dire non, en fait, je choisis la relation. Donc toi, ça a été vraiment toute cette année 2019, non, 2019, où tu as un petit peu ton initiation de... C'est quelle blessure ou c'est quoi? C'est vraiment... C'est vraiment alors du coup, je retraverse... je traverse moi aussi la blessure de l'abandon, c'est-à-dire que je dois reconnaître ma dépendance à Caroline. Et c'est horrible, mais horrible. Genre, franchement, ça fait à cette époque-là, j'ai quel âge? J'ai 34 ans. Ça fait 10 ans, franchement, mon pote. Je suis une femme indépendante, fière, libre, une aventurière. Je rends des comptes à personne. Vraiment, c'est vraiment le personnage que je me suis construit. Et c'est d'ailleurs c'est comme ça que j'ai séduit Caroline, c'est d'avoir été cette personne forte et tout ça. Et c'est comme ça que je me suis séduit moi-même, c'est de pouvoir endosser ce rôle de guerrière, de femme indépendante qui sait se gérer et tout ça. Et là, en 2019, je dois à un moment donné reconnaître que je suis dépendante affective de Caroline pour pouvoir le traverser, parce que sinon, je ne peux pas guérir ça. Alors, pas dans la dépendance affective pathologique, mais plus dans se rendre compte que la relation, c'est quelque chose que tu choisis, et ce n'est pas... deux personnes autonomes, totalement indépendantes, mais qui sont interdépendantes. C'est ça. C'est pas dans la dépendance affective pathologique, c'est juste... non, comme c'est un terme, je préfère le... Mais ça me fait rire parce que c'est quand je partais, par exemple, en week-end ou tout ça, et le plus dur qui a été de faire, ça a été de dire, en fait, Caroline me manque. Toi, t'es vraiment passé par reconnaître ça. Au départ, tu voulais absolument pas le reconnaître. J'avais l'impression de perdre tout ce que j'étais...
toute l'indépendance que j'avais gagnée sans EO hein, quand même. Ça m'a demandé quand même beaucoup de travail et d'abnégation d'obtenir cette indépendance-là et en fait de renoncer à l'indépendance pour me rendre compte qu'en fin de compte j'étais interdépendante. Ça a été vraiment mon initiation et c'était 2019. Mais en faisant ce travail-là, en traversant la blessure d'abandon, parce que du coup, en me rendant compte que je suis dépendante, forcément derrière j'ai peur d'être abandonnée. Ouais. Et donc il faut travailler. Je m'étais jamais reconnue dans la blessure d'abandon. Et en 2019, elle me vient en pleine face. De sauter à la gueule. C'est horrible. Enfin, ça faisait 10 ans que je bossais sur la blessure de rejet. Trop face. Et la blessure d'abandon, quand tu te la prends dans ta gueule, ta fierté, elle en prend un petit coup quand même. Je dois noter. Et donc, je traverse ça et c'est difficile et ça me prend une grosse année. Et fin 2019, il y a un moment donné, je dis ok, j'acte la décision je renonce à ma liberté. Réellement, c'est... Avec le voyage, oui. Et donc, j'annule mon départ. Et c'est dur. Franchement, je crois que je reste pendant 3 semaines au fond du trou. Ouais, à peu près. À peu près. Moi, à ce moment-là, ça fait déjà presque 2 ans que je me suis mise à mon compte, donc en tant qu'accompagnante, coach, que je trouve ça super cool, mais que je suis toute seule en fait, et que fin 2019, je vois bien qu'il y a quelque chose qui me manque, et je suis encore dans ce truc, ok, c'est bien ce que j'ai fait, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Comme toi, tu traverses tout ça avec toi-même et le voyage, et au départ t'es censé partir, donc moi je veux pas me raccrocher à l'espoir qu'on peut faire un truc ensemble, même si c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps. Mais je me dis, en gros, là, on est en 2019. Elle me dit qu'elle va partir quasiment tout 2020 ou moitié 2020. Si je me mets en tête que c'est le moment de faire un truc à deux, c'est la déception assurée. Je vais essayer de pas trop y penser. Donc, j'y pense tellement pas que je l'enfouis bien profondément et que j'oublie même que c'est ça que je veux faire. Donc je me retrouve juste avec la frustration et le fait que il manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc là on est fin 2019, et quand toi tu décides du coup de pas partir, là je commence à réouvrir la porte à l'information. De loin, quand même. De loin, je me fais coacher au cas où ça change d'avis. Je comprends, hein, franchement c'est... quand nous ça faisait... Oui, là j'ai le rejet à bosser un petit peu à ce moment-là. Parce que... nous ça fait 7 ans qu'on est ensemble. À ce moment-là, on s'est mariés en 2018, hein, mais en 2019, vu que je veux partir et tout ça, et elle me dit, putain, elle se marie, elle veut se barrer. Elle se fout de ma gueule en fait. Donc je peux comprendre, tu vois, et en fait du coup ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait une inversion dans les parcours, c'est-à-dire que moi j'ai bossé beaucoup le rejet et Caro beaucoup l'abandon, et là on bascule en 2019 à faire l'inverse. C'est-à-dire que moi, je bosse l'abandon et Caro doit bosser le rejet. Ouais, c'est ça. Et on doit traverser ces blessures-là parce que c'est des blessures primordiales. Et tant qu'on les a pas traversées, on peut pas être couple sacré, en fait. On peut pas construire ensemble parce que sinon, on construit qu'à travers nos blessures. Ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, je commence par déjà ouvrir la porte à me dire à moi-même, ok, je veux vraiment continuer et faire une entreprise avec Éloi. Donc déjà, accepter de me le dire à moi-même, c'est la première étape. Et après, on en parle. Et en fin de compte, c'est presque... Moi, les souvenirs que j'en ai, c'est que ça a été assez facile pour toi d'en arriver à cette idée-là. Oui, c'est un peu comme en 2012 quand on s'est mis ensemble. Voilà, tout d'un coup, il y a le fait que toi, tu avais traversé tout 2019 avec lâcher le voyage, l'indépendance, tout ce travail sur la liberté. Moi, d'accepter que c'était vraiment ce que je voulais et de pouvoir t'en parler. C'est comme si on s'était, du coup, c'est ce que nous on va appeler la réunion dans le parcours Flamme Jumelle. Il y a de nouveau la connexion énergétique qui s'est refaite et tout s'est remis à redevenir plus fluide. Bon, travailler à deux, avoir une relation, quand je dis que c'est plus fluide, ça veut pas dire qu'il n'y a jamais de frottement et qu'on n'est pas obligé de discuter, de mettre des choses à plat. Nous avons des égos. Mais on revient dans quelque chose, dans ce monde de synchronicité, en fait, d'une certaine manière, dans le quotidien et dans la création de l'entreprise. Oui. Donc du coup... fin 2019, il y a ça qui émerge. Ok, je renonce à ma liberté et si on construisait ensemble? Je dis ok. Et du coup, 2020, on lance notre marque Leaders Go Wild, qui prend tout de suite en fait, étonnamment. Oui, ça a été assez rapide. Et ce qui est super beau en fait, c'est que les gens qui nous connaissaient, nos anciens clients, notre audience, ils nous disent mais depuis que vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui rayonne.
vous êtes tellement plus puissante en étant ensemble. Ouais, Enfin, il y a quelque chose de... C'est fou, en fait. Les gens ça a toujours été... sont enthousiasmés. Oui, il y a vraiment quelque chose qui change dans l'énergie déjà de la marque et puis dans ce qu'on envoie et dans ce que les gens nous renvoient du coup de notre énergie. Ça, c'est tout de suite, en fait, dès qu'on crée la marque Leaders Go Wild et qui fonctionne bien. Mais il y a un moment donné, on sent qu'on a besoin d'être un peu plus aligné. Moi, il se passe des choses en 2020. Je crée, je l'ai pas sorti là, la boîte, mais c'est la bonne carte. Je crée l'oracle d'une rive à l'autre. J'assume beaucoup plus de choses aussi sur mes dons. Toi aussi, tu t'as vachement travaillé en 2020 sur assumer tes dons. Oui, moi en 2020, je me mets à faire des soins énergétiques à distance. Merci confinement, je l'avais jamais fait avant. Je pensais pas que c'était possible. Mais du coup, merci Covid, sans Covid. Mais en fait, je me réintègre vraiment, je me réapproprie tous mes dons énergétiques, tous mes dons de voyance et de... Enfin, je dis pas voyance, médiumnité peut-être un peu. Ou en tout cas, mon intuition, je me la réapproprie totalement. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Oui, du coup, moi, je canalise l'oracle, je crée l'oracle. Et tout ça, ça s'est fait dans l'année 2020 et fin d'année 2020. On sent qu'on a besoin d'être plus aligné encore avec ce qu'on veut transmettre. Et on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du collectif, de l'expansion qui a besoin de changer et du coup qui n'est plus représenté par la marque Leaders Go Wild. Et c'est comme ça qu'on crée la communauté de l'oracle. Et donc fin 2020, on se rend compte que oui, on a besoin de changer notre... parce que Leaders Go Wild porte encore les stigmates des années précédentes en chacune de son côté. Ouais. On avance en parallèle et on n'avance pas ensemble. Vous voyez. Et en fait, fin 2020, on s'en rend compte et on se dit « Ah, en fait, on a besoin de faire évoluer notre marque de nouveau. » Et c'est pour ça qu'on crée la communauté de l'oracle, où on re-rentre dans du collectif. Et là, on assume complètement le fait d'être en couple, d'être à deux. Et on apprend à gérer nos énergies ensemble aussi. Et du coup, on travaille réellement, on fait le choix délibéré de la relation et du couple sacré. Ouais, c'est ça. Dans le parcours de Flamme Jumelle, après, il y a souvent une étape qui est appelée la fusion. J'aime pas ce mot-là parce que pour moi, fusion, c'est ce qu'on a pu vivre au tout départ et qui venait à un certain moment plutôt des manques qui fonctionnaient les uns avec les autres plutôt que d'être en couple depuis nos pleins, depuis de ce qu'on peut amener. Donc c'est pas un mot qu'on utilise, en tout cas pas pour la dernière étape du parcours Flamme Jumelle. Non, c'est pas un mot qu'on a... On a décidé qu'il était péjoratif dans notre vocabulaire. Voilà. Donc, nous, on va plutôt dire on est dans la construction, dans la création, dans la co-création de notre couple sacré. En fait, créer ton couple sacré, donc créer notre couple sacré, c'est un projet de couple en tant que tel. On a le projet d'entreprise, on a la communauté de l'oracle, mais en fin de compte, le couple sacré, c'est le projet qu'on a décidé de co-créer ensemble. Et on va dire que pour nous, c'est ça l'étape ultime. Enfin, je dis ultime, mais peut-être qu'il y en aura d'autres après que je ne connais pas encore, de notre parcours en couple et de Flamme Jumelle, puisqu'on s'est reconnu dans les grandes étapes du parcours de Flamme Jumelle. Mais on s'est pas mal détaché de ce parcours-là. On en refera dans une... Ouais, on en reparlera parce que ça, c'est coller une étiquette qui aide à un instant, mais il faut penser à l'enlever. Ouais. Et le couple sacré, du coup, c'est pas une étape ultime. En fait, c'est pas une destination, c'est dans le sens où c'est presque un début de chemin encore, hein, là. C'est un début de chemin, c'est un projet, c'est quelque chose qui va être vivant et qui va être évolutif avec nous et qui va continuer en permanence. C'est pas un aboutissement, c'est pas un accomplissement, c'est pas aujourd'hui on est couple sacré, c'est bon, on a fini. Non, ça marche pas. Pas du tout. Donc c'est vraiment, faut vraiment le comprendre de couple sacré. Et c'est quelque chose qui se construit et qui évolue avec nous et qu'il faut continuer de choisir délibérément. C'est une vraie décision délibérée, c'est pas ça nous tombe dessus. On dit souvent, c'est les Québécois, ils disent on tombe en amour. Oui. On tombe pas en couple sacré. On choisit de construire un couple sacré et on le choisit à deux. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout... Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, que le parcours t'inspire et que tu aimerais savoir si ton couple actuel a le potentiel de devenir une relation sacrée, de passer au couple sacré, on te laisse dans la description de la vidéo un lien où tu peux faire le test et tu sauras tout de suite où est-ce que tu en es dans ta relation actuelle. Et on te dit à très bientôt sur la communauté de l'oracle. Salut!